de vous retrouver sur ce plateau d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Opération Fama dans l'ouest Djidjeni, Bafarara, Sandari, les bases terroristes réduites en cendres. Les forces armées maliennes poursuivent leur contre-grande offensive pour protéger les populations et stabiliser les institutions contre les menaces terroristes. Le 7 juin 2025, de nouvelles actions de destruction de bases et refuges terroristes ont été menées, démontrant l'efficacité et la détermination des FAMA. Le commentaire est signé Moussa Fomba. Selon un communiqué officiel des FAMA, les raids aériens ont visé 5 bases que les groupes terroristes tentaient d'installer dans l'ouest du pays. Ces opérations ciblées ont permis de porter des coups significatifs à l'ennemi. 2 bases ont été entièrement rasées à la lisière de la forêt du Baoulé, à environ 40 km à l'ouest de Djidjeni. 2 autres bases ont été détruites à 20 km au nord de Sandari. Une base a été réduite en cendres aux environs de Bafarara, à environ 40 km au nord d'Aourou dans la région de Kaï. Les opérations de recherche et de destruction se poursuivent sans relâche. L'état-major général des armées a exprimé ses remerciements aux populations pour leur précieuse coopération dans la recherche et la précision du renseignement. L'état-major général des armées a également lancé un appel à la population pour qu'elle continue à partager les informations avec les FAMA, réitérant l'importance de cette collaboration pour la sécurité du pays. Les dernières semaines ont été marquées par une recrudescence d'attaques lâches et barbares contre nos localités, nos populations paisibles, ainsi que les emprises militaires du Mali et de la Confédération de l'AES. Ces actes odieux commis par une coalition de groupes armés terroristes de toute obédience, disposant d'appuis internes et externes, ont été planifiés avec une logistique et un financement sophistiqué. L'état-major général des armées confirme, la force unifiée de l'AES met tout en œuvre pour étouffer ce qui était déjà une bête terrassée, mais qui tente de ressusciter grâce à des forces désormais identifiées. Face aux velléités obscurantistes, les FAMA mènent une contre-offensive sur l'ensemble du territoire national avec pour priorité absolue de sécuriser nos populations et d'éviter tout dommage collatéral. Une série d'opérations offensives est en cours visant l'anéantissement des objectifs terroristes. Des refuges et des plots logistiques terroristes ont été détruits dans la région de Ménaka. Des cellules de plusieurs dizaines de terroristes localisées dans le secteur de Boulkessi, région de Douanza, ont été neutralisées grâce à l'appui inestimable des unités FAMA engagées. Des refuges terroristes localisés dans la forêt de Soussan, région de Koulikoro, ont été démantelés dans le cadre d'actions préventives. Un échelon logistique composé de véhicules de transport de troupes a été détruit à Yenchei, à 50 km à l'ouest de Kidal, avec sa cargaison et plusieurs cadres terroristes. La tension entre la RDC et le Rwanda s'est une fois de plus étalée au cours du 26e sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale tenu ce samedi à Maladou. Cette fois-ci, le pays de Paul Kagame a décidé de quitter l'organisation sous-régionale. Le commentaire avec Kadita Traoré. Le Rwanda a annoncé samedi 7 juin 2025 sa décision de se retirer de la CEEAC à la suite du 26e sommet de l'organisation tenu à Malabo, en Guinée équatoriale. En toile de fond, un différend aigu avec la RDC et une crise institutionnelle de la présidence tourmente de l'organisation. Un nouvel épisode qui illustre les fractures profondes qui minent les institutions régionales en Afrique centrale. Le retrait du Rwanda a été annoncé dans un contexte vive tension entre Kigali et Kinshasa, exacerbée par la prolongation pour une année supplémentaire de la présidence de la CEEAC par le président équato-guinéen Théodoro Obiang Nguema. Selon Kigali, cette décision bafoue le principe de rotation établi par les textes fondateurs de l'organisation. Le Rwanda devait en effet prendre la présidence tourmente cette année, mais cette transition a été différée à un autre moment, selon le communiqué final du sommet. La réaction rwandaise ne s'est pas fait attendre. Les autorités de Kigali ont dénoncé dans un communiqué l'instrumentalisation de la CEEAC par la République démocratique du Congo avec le soutien de certains États membres, tout en regrettant l'échec de l'organisation à faire respecter ses propres règles. Ce retrait illustre la montée des tensions entre Kigali et Kinshasa, deux capitales déjà engagées dans un bras de fer géopolitique autour de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, où les autorités congolaises
congolaise accuse le Rwanda de soutenir le mouvement rebelle du M23. Kinshasa, de son côté, aurait fait valoir, selon un commissaire cité par l'AFP, qu'il lui serait impossible de participer aux activités de la communauté si elles étaient présidées par le Rwanda. Ce bras de fer diplomatique a donc débouché sur une impasse institutionnelle pour la CEAC. En évitant une présidence rwandaise, l'organisation a tenté de préserver la participation de la RDC au prix d'une rupture avec Kigali. Ce choix met en lumière la difficulté de concilier la diplomatie régionale avec les réalités géopolitiques. Alors que plusieurs États membres sont engagés dans des rivalités souvent irréconciliables. Créée en 1983, la CEAC regroupe 11 États membres avec pour mission de promouvoir l'intégration économique, la paix et la sécurité en Afrique centrale. Mais l'organisation reste marquée par une faible cohésion, une gouvernance souvent contestée et une efficacité limitée. L'épisode de Malabo en est un révélateur. Les décisions sont prises dans un contexte d'absence ou de méfiance entre les membres clés et les procédures institutionnelles apparaissent aisément manipulables. L'opposant congolais Martin Fayulu a été reçu en audience par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, jeudi au Palais de la Nation, annoncé à la présence congolaise dans un communiqué consulté par Anna Boulou. Le commentaire avec Moussa Foma. Martin Fayulu, qui était un farouche opposant de Tshisekedi réclamant la victoire à la présidentielle de 2018 et celle de 2023, a proposé au président de mettre en place un camp de la patrie compte tenu des défis majeurs auxquels le pays est confronté. Le pays est dans une impasse très difficile. Nous sommes attaqués partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie, a déclaré Fayulu à l'issue de l'entretien qui a duré 2 heures selon la présidence congolaise. Avec toutes nos crises sociales, politiques et crises sécuritaires, la solution est un dialogue social, a-t-il ajouté. Fayulu a également demandé au président de rencontrer les évêques de la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, et les pasteurs de l'ESCC, Église du Christ au Congo, afin de voir ensemble ce pacte social qu'il propose. Cet entretien Tshisekedi Fayulu intervient à peine quelques 72 heures après la demande formulée par l'opposant de rencontrer le président afin d'éviter la balkanisation du pays. Le Congo vit les heures les plus sombres de son histoire, avait déclaré Fayulu, appelant à une mobilisation patriotique pour stopper cette désintégration en allusion aux événements survenus dans l'est du pays au cours des derniers mois. Fayulu a appelé l'ancien président Joseph Kabila, qui est rentré dans le pays par la ville de Goma, à quitter cette ville qu'il qualifie d'occupée avec la complicité de forces ennemies. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple, a-t-il déclaré, dénonçant les compromissions et appelant au patriotisme et au dialogue direct. Tshisekedi a favorablement réagi à cette main tendue de Fayulu, saluant son patriotisme et son sens de l'engagement pour la cohésion nationale et affirmé sa disponibilité à le rencontrer pour sauver la République de la prédation qui menace nos institutions et notre intégrité territoriale, selon une déclaration de Tina Salama, porte-parole du chef de l'État. Ces développements interviennent alors que les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu sont contrôlées par la rébellion du M23 AFC, un mouvement créé en 2012 par des militaires dissidents de l'armée congolaise. Après une brève montée en puissance, ce mouvement a été défait en 2013 par les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les casques bleus de la MONUSCO. Cependant, le M23 a repris les armes en 2022, s'emparant de plusieurs villes, dont Goma et Bukavu. L'actualité sur un tout autre plan, en bref et en image, avec la voix de Moussa Fomba. La restitution des corps de 6 000 soldats ukrainiens coûterait 2,175 milliards de dollars supplémentaires au budget ukrainien. Les raisons possibles de la rupture des accords d'échange de corps sont multiples, explique le correspondant militaire Igor Jidanov. Pour chaque défunt, la famille a droit à une indemnisation de l'État d'un montant de 15 millions de francs ukrainiens. Kiev évite ces paiements depuis le début du conflit. Le manque de place dans les morgues qui sont surchargés, l'attitude consistant à ignorer l'évacuation des corps a joué un tour cruel à l'Ukraine et Kiev pourrait tout simplement ne pas avoir les corps de soldats russes. S'ils ont abandonné leurs propres morts, que dire des corps de l'ennemi?
Tout ce qui se passe indique que Kiev est incapable de résoudre rapidement ses problèmes et cherche à gagner du temps. Alors que la Russie est prête à transférer aujourd'hui à l'Ukraine 6 000 corps de militaires ukrainiens, celle-ci se montre incapable d'honorer ses engagements, martèle l'analyste militaire. Kiev laisse des morts ou des blessés sur le champ de bataille, poursuit l'expert. Les corps doivent être identifiés. Le gouvernement ukrainien doit payer des compensations aux familles, mais il ne le veut pas, poursuit-il. C'est le style des néo-nazis, estime l'expert. Eh bien, ils ont donné au président russe Vladimir Poutine une raison de les impliquer à fond. Je n'ai pas apprécié ça. Je me suis dit, c'est parti maintenant, on va frapper, a déclaré le dirigeant américain, commentant les attaques de Kiev et la frappe massive de représailles de Moscou. Comme l'avait indiqué précédemment le ministère russe de la Défense, cette frappe massive a été menée en réponse aux actes terroristes du régime de Kiev. Selon l'armée, la frappe visait des bureaux d'études, des entreprises de production et de réparation d'armes et de matériel militaire en Ukraine, des ateliers d'assemblage des drones d'attaque, des centres d'entraînement au pilotage, ainsi que des entrepôts d'armes et de matériel militaire ukrainien. L'objectif de la frappe a été atteint et toutes les cibles désignées ont été touchées, a ajouté le ministère. Trump a également déclaré ne pas craindre que le conflit en Ukraine ne dégénère en conflit nucléaire. Non, a-t-il répondu lorsqu'on l'a interrogé à ce sujet. J'espère bien que non, a ajouté le président américain. Après s'être heurté au président américain Donald Trump, l'homme d'affaires américain Elon Musk lui a adressé ses meilleurs vœux en réponse à un souhait similaire du dirigeant américain. De même a écrit Musk sur sa page X, commentant une déclaration de Trump lors d'une conversation avec des journalistes de la Maison-Blanche. « Je lui souhaite simplement bonne chance », avait alors déclaré le chef de l'État. Le 5 juin, Trump et Musk ont échangé des propos virulents sur les réseaux sociaux. Musk a déclaré que Trump n'aurait pas remporté l'élection de novembre 2024 sans son soutien, a approuvé l'idée de destituer Trump, a critiqué le projet de loi de la Maison-Blanche visant à réduire les dépenses publiques et les droits de douane sur les importations introduits par le président et a prédit une récession de l'économie américaine au second semestre 2025. Trump, de son côté, a déclaré que Musk avait cessé d'exercer ses fonctions de bonne foi lorsqu'il supervisait le département de l'efficacité gouvernementale et avait perdu la tête. Le président a menacé de résilier les contrats gouvernementaux avec les entreprises de Musk, dont SpaceX, et d'annuler toutes les subventions. Les autorités iraniennes ne doivent pas se lancer dans l'enrichissement d'uranium sous peine de subir les conséquences de la part des États-Unis, a déclaré le président Trump, commentant la déclaration du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, selon laquelle son pays devrait pouvoir enrichir de l'uranium. Le président américain a déclaré « Ils n'enrichiront pas d'uranium. S'ils enrichissent, nous devrons procéder autrement. Et je ne souhaite pas vraiment procéder autrement. Il n'y aura pas d'enrichissement d'uranium en Iran, a insisté Trump, sans préciser à quoi il faisait référence. Plus tôt, Axios avait rapporté que les propositions américaines à l'Iran sur les moyens de résoudre les différends concernant son développement nucléaire permettaient à Téhéran de continuer à enrichir de l'uranium, contrairement aux déclarations publiques des responsables américains sur la question. Le 23 mai, des représentants iraniens et américains ont tenu à Rome le 5e cycle de négociations sur le programme nucléaire de Téhéran. Le ministre omanais des Affaires étrangères, Saïd Badr al-Boussaïd, médiateur entre les deux parties, a indiqué que certains progrès, mais non définitifs, avaient été réalisés. Et met fin à ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à tous.